De 1945 à 1975, pendant 30 années d'agonie, le Vietnam et les pays voisins, Laos et Cambodge, associés à lui dans le cadre de l'Indochine française, ont été le théâtre d'un conflit qui résume en lui les deux grands affrontements du siècle, Est-Ouest et Nord-Sud. La première guerre d'Indochine entre les communistes vietnamiens et la puissance coloniale française est un affrontement violent de près de 10 ans, 1945-1954, qui se rattache à la liquidation des grands empires coloniaux d'Asie, à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. La deuxième guerre du Vietnam, qui vit se confronter une Amérique à l'apogée de sa puissance et une nouvelle fois les communistes vietnamiens, cette fois-ci arc-boutés sur leur propre État, le Nord-Vietnam, ainsi que sur la Chine, est à son tour le moment le plus dramatique et l'un des plus sanglants de toute la guerre froide. Dans cette première partie, le réalisateur allemand Sebastian Deinhardt nous conduit jusqu'au tournant de cette seconde guerre en 1968. Isolé du reste de l'Occident dans sa volonté de reconquête et incomprise de son opinion publique métropolitaine, la puissance coloniale française avait sous-estimé gravement la combativité de ses adversaires et aussi le rôle logistique de la Chine communiste à partir de 1949. Elle subit donc à Dien Bien Phu en 1954 la seule véritable défaite militaire en race campagne de toute la décolonisation. À partir de 1955, les États-Unis, qui prennent la relève, cherchent à éviter l'engrenage en bâtissant sur le modèle de la Corée du Sud un État sud-vietnamien et une armée locale solidement anticommuniste. C'est un échec patent, que sans doute Kennedy, en organisant la chute du dictateur catholique Ngo Dinh Diem, était prêt à accepter. Mais après son assassinat en 1963, Johnson inverse la stratégie et décide d'un engagement croissant qui ira après 1965 jusqu'à l'envoi de l'armée de contingent. Début 1968, l'offensive du Tet, à un prix considérable pour les communistes vietnamiens, entraîne la démoralisation totale de cette armée. Dien Bien Phu, une vallée au nord du Vietnam. Des dizaines de milliers de combattants communistes réussissent une véritable prouesse logistique. À la seule force de leurs bras, les combattants Viet Minh acheminent à flanc de montagne des munitions lourdes et même des pièces d'artillerie. Leur adversaire, 12 000 soldats, qui sont l'élite de l'armée française. À Dien Bien Phu, les Français voulaient nous transformer, nous, le Viet Minh, en chair à pâté. Ils avaient mis en place une véritable machine à anéantir. Mais dans toutes les guerres, la stratégie de l'ennemi a des points faibles. C'est là qu'il faut frapper, comme dans le cœur d'un corps humain. La bataille commence le 12 mars 1954 et dure 55 longues journées. Des deux côtés, le tribut en vie humaine est élevé. Le général français de Castries est fait prisonnier. Il était dans son bunker et il avait l'air complètement incrédule. Mais à ce moment-là, l'ordre m'est revenu en français, les mains en l'air. Il a sursauté, s'est levé, a reculé de 2 pas et s'est rendu. La défaite du corps expéditionnaire français constitue un tournant dramatique dans le plus long conflit militaire du XXe siècle. Nam Gan, province de Tanawa, dans le nord du Vietnam. Une région qui reste encore empreinte du conflit avec les Français. Casemate et installations de défense.
relique de longues années de combats sanglants. Tout près de là, un pont sur le fleuve Ma, construit du temps des Français. Ici passe la seule ligne de chemin de fer du Vietnam vers le sud. Les 1000 habitants du village de Nam Gan vivent principalement de la culture du riz. Le revenu moyen dans les régions rurales est aujourd'hui d'environ 100 francs par mois. Un revenu qui permet de vivre correctement en Nam Gan. Et il continue de faire le pain à la française. Mais dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, le pays connaît de grandes famines. Économie de guerre, inflation et pillage du pays. 2 millions de personnes sont mortes, presque un Vietnamien sur 5. Dans le monastère de Nam Gan vit la religieuse Thich Dam Dien. Elle se rappelle bien la souffrance de la population. En 1945, beaucoup de gens mouraient de faim. Les vivants étaient réquisitionnés pour ramasser les cadavres de ceux qui étaient morts de faim et les enterrer. Ils chargeaient les morts sur une charrette et les conduisaient à d'énormes fosses creusées à l'extérieur du village. Mais souvent, on trouvait encore des gens vivants parmi les morts. Ils étaient si faibles qu'ils ne pouvaient plus marcher et ils imploraient les fossoyeurs. « Mais nous sommes encore vivants, laissez-nous. » Mais les autres répondaient « De toute façon, vous allez mourir bientôt. Alors à quoi bon ?» La misère de la population va croissant et avec elle le désir de changement, d'une amélioration des conditions de vie et d'indépendance de la puissance coloniale. Le chef des rebelles communistes du Vietnam devient dès cette époque une figure mythique, Nguyen Sinh Cong. Il a de nombreux pseudonymes. L'un d'entre eux est Ho Chi Minh, ce qui signifie à peu près « océan de lumière et de justice ». À cette époque déjà, oncle Ho préparait avec nous le soulèvement pour prendre le pouvoir. Mais nous étions très sceptiques parce que nous n'avions absolument pas d'armes. Alors Ho Chi Minh a dit une phrase qui allait devenir le moteur principal de notre action. « Ne vous en faites pas. Nous allons d'abord rechercher des hommes, puis des armes. Quand on a les armes viennent toutes seules. » À la fin de la Seconde Guerre mondiale, des troupes françaises essaient de reprendre la colonie, perdue face au Japon. Mais ils se heurtent à une forte résistance du mouvement indépendantiste. Pour briser l'esprit de résistance des Vietnamiens, les Français ont commencé une campagne de répression. Ils avaient les moyens de tout brûler, tout tuer, tout détruire. Pendant ce temps-là, Ho Chi Minh se cache dans la jungle et milite dans la clandestinité contre la puissance coloniale. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a un puissant allié, les États-Unis d'Amérique. Au cours du combat commun contre le Japon, il reçoit même de l'OSS, les services secrets américains de l'époque, un nom de code, Lucius. Le 2 septembre 1945, il proclame l'indépendance du Vietnam. Ho Chi Minh s'inspire d'un modèle célèbre, basé sur les droits imprescriptibles, à la vie, à la liberté et au bien-être. Regardez le préambule de la déclaration d'indépendance vietnamienne. Les premiers paragraphes sont des citations directes de la déclaration d'indépendance américaine. Ils ont tout simplement été copiés. Nous avons raté une chance énorme. Mais les États-Unis le lâchent brutalement. Le communisme est le nouvel ennemi.
Comme aucune résistance efficace n'est possible sans alliés, Ho Chi Minh recherche de nouveaux appuis. Ho Chi Minh est parti à Moscou. Évidemment, ils lui ont déroulé le tapis rouge. Mais je ne crois pas que les Russes s'intéressaient vraiment au Vietnam. En tout cas, c'est la Chine qui a livré à Ho Chi Minh et ses compagnons leur première fourniture de matériel. C'est la naissance de la légendaire route Ho Chi Minh. La Chine fournit des armes aux révolutionnaires à travers la frontière du Nord et la province de Viet Bac. Et les rebelles étendent leur lutte de libération. Dans les villes aussi, l'opposition gagne du terrain. À cette époque, Hanoï était très française et les Français se comportaient comme des colons. Par exemple, vous alliez chez un mécanicien automobile et mettons qu'un des mécaniciens était en retard. Il était battu par le Français. Les Français maltraitaient vraiment les Vietnamiens parce qu'ils se croyaient toujours au temps béni du colonialisme. Les Français ont encore la haute main sur les 18 millions de Vietnamiens. Mais leur arrogance et leur sentiment de supériorité intellectuelle vont les perdre. Mais il y a eu un point noir très grave dont la France est responsable. C'est que la France avait formé des élites remarquables au Vietnam, à l'université d'Hanoï ou dans l'université de France. Et la France n'a pas su, n'a pas pu, peut-être n'a pas voulu, donner à ces élites des responsabilités correspondant à leur formation et à leurs compétences. Et une partie de ces élites s'est tournée vers les partis nationalistes ou communistes qui voulaient l'éviction de la France. Peu après la déclaration d'indépendance, Ho Chi Minh avait demandé le soutien du président américain Truman. Mais ces 6 lettres sont restées sans réponse. Nous n'avions aucune idée de ce qu'était l'Indochine. Nous n'étions même pas capables de situer le Vietnam sur une carte. À mon avis, le président Truman, premièrement, n'avait jamais entendu parler d'Ho Chi Minh. Deuxièmement, n'avait pas reçu les lettres. Et troisièmement, même s'il en avait déjà entendu parler et qu'il avait reçu les lettres, il avait d'autres soucis. D'autres soucis. La guerre froide, le blocus de Berlin, la révolution chinoise. L'ancien allié de guerre soviétique est devenu l'ennemi. À l'époque d'Eisenhower, les expressions rideau de fer et théorie des dominos dominent la politique des États-Unis. Selon la théorie des dominos, quand un pays était conquis par le communisme, à plus ou moins brève échéance, le communisme infestait aussi le pays voisin, comme dans un jeu de dominos. Les pays A, B, C et D ne pouvaient que tomber comme des dominos, dès que le premier d'entre eux serait tombé aux mains des communistes. Ho Chi Minh en réunion avec son état-major en 1954. La guérilla contre l'occupant français dure déjà depuis 9 ans. Mais lui veut hâter la décision. Le général Giap relève le défi. Son objectif, le camp retranché français de Dien Bien Phu. Il y a eu alors ces célèbres transports à bicyclette à travers la jungle, tout ce qu'on a revu plus tard dans la guerre contre les Américains. Et surtout, ils ont réussi une chose que personne n'avait cru possible. Ils ont hissé eux-mêmes avec des cordes des pièces d'artillerie moyenne tout en haut des cols. C'était à peine croyable.
La position française était dans un creux et tout autour, les hauteurs étaient occupées par les Vietnamiens. S'ils n'avaient eu que des fusils, ça n'aurait eu aucune importance. Mais à partir du moment où ils avaient de l'artillerie, Dien Bien Phu était perdu. La situation des troupes françaises devient de plus en plus intenable. 3 positions d'artillerie française dans la vallée sont la cible des rebelles vietnamiens. Mais ce ne sont pas seulement les armes lourdes qui feront la différence. Les guérilleros sont prêts à faire don de leur vie pour leur idéologie. Un de nos camarades avait perdu ses bras et ses jambes. Et pourtant, il rampait encore dans la tranchée. Il refusait d'être soigné parce qu'il disait que de toute façon, il allait mourir. Vous aurez besoin des pansements, vous. Vous devez aller de l'avant, vous y arriverez. Un commandant, il avait reçu une balle en plein visage, il avait les 2 joues trouées, et il donnait ses ordres par écrit. Tenez bon à tout prix. Il y avait souvent des situations où nous partagions une hauteur avec l'ennemi. Nous les repoussions, ils revenaient et nous repoussaient à leur tour. Genève, au printemps 1954. Les ministres des Affaires étrangères des 4 grandes puissances, l'Union soviétique, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, se réunissent pour une conférence sur l'Indochine. Les Chinois et les Vietnamiens sont présents pour la première fois dans une conférence diplomatique internationale. Mais l'ambiance en pleine guerre froide est glaciale. Je me souviens que je me trouvais seul dans l'ascenseur, au Palais des Nations, avec un membre de la délégation chinoise, un jeune homme. Nous nous connaissions pour avoir fait tous 2 nos études au Massachusetts Institute of Technology. Nous sommes tombés dans les bras l'un de l'autre. Nous nous sommes serrés la main, nous avons ri. Mais quand la porte de l'ascenseur s'est ouverte, nous sommes sortis de là comme si nous ne nous étions jamais vus, comme si nous nous haïssions. Voilà comment c'était en 1954 pour les négociations. Le 20 juillet, un accord d'armistice est signé. Le Vietnam est coupé en 2. En France, c'est le soulagement. Accueil en fanfare pour le président du Conseil, Pierre Mendès France. Pour les Français, la guerre du Vietnam avait été une sale guerre. Ce qui fait qu'en France, soulagement et instruction générale, on dégage. On dégage. On dégage d'une manière qui soit la moins incorrecte possible. Mais on dégage. En revanche, effet de la conférence de Genève sur nos relations avec les États-Unis. Les Américains, John Foster Dulles en particulier, est convaincu qu'il y a eu un complot franco-soviétique. Pour eux, veut dire franco-communiste. Les troupes françaises se retirent. Pour tous les participants, il est clair que les accords de Genève ne sont qu'un armistice et ne signifient pas la fin du conflit. Mais dans le nord du pays, le départ des Français ne fait pas que des heureux. Et je me souviens le matin de l'évacuation dans l'Aube-Blaine, les camions étaient les uns derrière les autres, prêts à partir, et lorsque les moteurs se sont mis à tourner, des femmes, des enfants, des hommes se sont venus vers nous pour que nous les amenions avec nous. Mais nous ne pouvions pas les amener, les camions étaient déjà chargés à ras-bord, il n'était pas question de les amener. Mais ils voulaient monter de force dans les camions et leurs doigts se crispaient sur les ridelles des camions et nous étions obligés de leur donner des coups de crosse sur les doigts pour leur faire lâcher prise et nous sommes partis un peu comme des voleurs. 1 million de Vietnamiens, paniqués, s'enfuient vers le sud. Avec l'arrivée des dirigeants communistes, ils craignent pour leur vie. « 80% des fugitifs sont des catholiques. Leur mot de ralliement est « La Mère de Dieu vit dans le Sud ».
les troupes de l'armée de libération pénètrent à Hanoï. Elles continuent, là où les Français s'étaient arrêtés, en réprimant les adversaires politiques. Les accords de Genève avaient mis fin à l'agression française et apportaient la libération définitive du Nord. Nous avions maintenant le temps pour préparer la lutte de libération dans le sud du pays. Ho Chi Minh avait prédit dès cette époque que nous aurions à affronter un adversaire bien plus puissant encore. Le long du 17e parallèle est créée une zone démilitarisée. Des miradors permettent de surveiller de part et d'autre le Benai, le fleuve frontière. Les ponts entre le nord et le sud sont démontés, et les élections communes entre le nord et le sud n'auront jamais lieu. Il avait été convenu à Genève que les élections générales auraient lieu au bout de 2 ans, dans tout le Vietnam. Ces élections devaient donner au pays la chance de retrouver son unité, afin que soient assurés les droits démocratiques fondamentaux de la population. Parce qu'il devait être interdit d'opprimer des gens et de les priver de leur liberté de mouvement. Mais le Vietnam du Sud boycotte les décisions de Genève. On craint du côté occidental qu'Oncle O, comme on l'appelle désormais, n'obtienne 99,9% des voix. Pour moi, il ne pouvait être question que d'élections libres. Mais il était évident qu'il n'y aurait pas d'élections libres dans un pays communiste où 95 à 98% de la population ne soutient pas le régime en place. Les chances d'avoir des élections libres étaient nulles. Eux, ils s'en fichaient, mais ils clamaient que nous les avions trahis. Et c'est vrai, nous les avions trahis, mais ils nous avaient trahis eux aussi. À l'exemple de l'Union soviétique et de la Chine, les pays frères communistes, le Vietnam du Nord met en place une réforme agraire. Les propriétaires terriens sont exclus du parti, réduits au silence, mis au banc de la société ou tués. La réforme fera 15 000 victimes. Il y avait des gens qui voulaient mettre en place rapidement une réforme agraire. Et nous avons malheureusement commis quelques erreurs qui ont coûté la vie à beaucoup de gens qui n'étaient pas des grands propriétaires terriens. Mais Ho Chi Minh s'est aperçu de ces erreurs et m'a chargé de redresser la situation. J'ai dû présenter mes excuses à la population. Le Parti des travailleurs du Vietnam devient un parti unique, centralisé. On se rapproche du modèle des démocraties populaires d'Europe de l'Est, tout en soulignant le caractère national des réformes entreprises. Nous avons d'abord introduit le service militaire obligatoire. Mais nous étions un petit pays, et avoir tellement de soldats en armes, ça revenait cher. Nous avons été obligés de lier étroitement l'industrie d'armement et l'armée. Mais nous avions 10 ans pour créer une armée et l'entraîner. Nous avons réussi à former 5000 cadres politiques au Vietnam, en Chine et en Union soviétique. Ces 5000 cadres sont devenus l'élite de notre corps d'officiers. Principal adversaire des communistes, Ngo Dinh Diem. Les Américains pensent avoir trouvé en lui l'homme de la situation. Après la conférence de Genève, ils l'installent comme nouveau chef de gouvernement du Vietnam du Sud. Catholique convaincu, Diem avait fait carrière dans les années 20 dans l'administration coloniale française avant d'émigrer aux États-Unis. Mais les Vietnamiens ne sont pas les seuls à s'inquiéter des aspects fascinants de ce Messie sans message. Il n'était pas marié.
Il avait des goûts très simples. Il parlait de tout en termes très spirituels, aériens. Si aériens que parfois nous ne comprenions pas ce qu'il disait. Il était considéré comme quelqu'un de pur et d'honnête. Dans une situation confuse où dominaient les intrigues et la corruption. À l'origine de la confusion, deux centres de pouvoir religieux solidement établis. Les sectes des Caudai qui comptent Victor Hugo au nombre de leurs saints et celles des Oaao qui entretiennent même des armées privées. Diem règle brutalement leur compte aux opposants bouddhistes. Quiconque ne soutient pas le régime est assimilé aux communistes. Le gouvernement n'était absolument pas représentatif de la population du Vietnam du Sud. Quiconque connaissait un peu le Vietnam pouvait constater deux choses. Diem était certes le dirigeant politique le plus compétent que possédait le Vietnam du Sud, mais il n'avait aucun ancrage dans la population. C'était un autocrate. Il était catholique dans un pays bouddhiste. Ce n'est qu'avec le soutien des États-Unis que Diem parvient à se maintenir au pouvoir de ce pays déchiré. Abat le féodalisme, le colonialisme, le communisme. Voilà ses slogans. Pas de quoi toucher le cœur des gens. D'une certaine manière, il faut reconnaître que les efforts de Diem pour pacifier le pays étaient un succès. Mais je voudrais souligner que ces méthodes brutales pour tenir le pays avaient dès cette époque posé les jalons de la résistance contre lui. Le joker du président, c'est l'armée. Mais d'ores et déjà, son destin politique ne tient plus qu'à un fil. À 70 km de la capitale Saigon se trouve Phu Yep. Un petit village dans la région rurale de Cu Chi. Ici, s'était très tôt constitué un îlot de résistance. Dès l'époque française, les partisans communistes de Phu Yep avaient conçu un système étonnant. Pour échapper à l'ennemi, ils s'enterraient, tout simplement. Des anciens combattants, réunis autour d'une tasse de thé, se souviennent des débuts du tunnel de Cu Chi. Nous nous retrouvions le soir pour creuser tout droit vers le bas. Nous commencions par creuser un grand trou, puis les galeries transversales. Nous remontions la terre et nous la cachions quelque part. Au début, on craignait de ne pas pouvoir respirer en bas. Mais nous avons vite compris qu'en réalité, c'était un endroit où on pouvait rester. Alors nous nous sommes cachés dans les tunnels, les partisans, les soldats et bientôt tout le monde. La vie sous terre devient bientôt pour les habitants de Phu Yep tout à fait naturelle. Ma femme allait bientôt accoucher. Il nous fallait une sage-femme. Nous cherchions partout. Nous n'en trouvions pas. Je suis resté à la maison et j'ai dû mettre à bouillir une grande casserole d'eau. Mais j'étais tellement excité, la casserole était sur le feu et je n'avais pas mis d'eau dedans. Et puis à un moment, ma belle-mère m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais bouillir dans ta casserole vide? De l'air chaud ?» L'armée du Vietnam du Sud avait peut-être la maîtrise des airs au-dessus de la région de Cu Chi, mais les gens de Phu Yep étaient les maîtres de la terre. Les galeries se révélèrent efficaces, car l'adversaire ne parvint jamais à les détecter. Il eut alors recours à d'autres méthodes.
L'adversaire connaissait parfaitement nos points faibles, à savoir que nous ne pouvions pas nous battre sans le soutien de la population. Alors le régime sud-vietnamien a rassemblé les gens dans ce qu'il appelait les villages fortifiés. Partout dans le sud, comme ici dans les environs de Phu Yep, on a construit au début des années 60 ces fameux villages fortifiés. Il y en avait 6600 en tout. C'étaient des implantations artificielles d'où les habitants devaient pouvoir repousser eux-mêmes de petites attaques de partisans. On se souvient bien à Cu Chi de la formation politique qui était prodiguée dans le village voisin où l'on enseignait le fonctionnement de la démocratie au niveau du village. Des soldats sud-vietnamiens dans un film de formation pour le recrutement de cadres communistes. La Kun Therin Sun Jersey, la guerre de contre-insurrection, prévoit 3 étapes. La première, sécurisation militaire des villages stratégiques. La deuxième, mise en place d'une administration compétente. La troisième, amélioration des conditions de vie. Mais le programme fut un échec. Il tenait trop peu compte des besoins des paysans et des barrières psychologiques dans la population comme à Phu Yep. Dans les familles bouddhistes, vivre à proximité des sépultures des morts est une loi d'airain. S'éloigner des tombes de ses ancêtres eût été pour M. Han Van Sang Yep un terrible malheur. À un âge avancé, il continue de venir chaque jour sur les tombes et ses 2 neveux expliquent pourquoi le déplacement s'apparentait à une déportation. Ici, dans le jardin, sont enterrés les membres de notre famille. À l'époque, quand ils ont voulu contraindre les gens à aller dans les villages stratégiques, personne ne voulait y aller. Parce que c'est très douloureux pour nous d'être chassés de notre terre, de notre pays, de la terre de nos ancêtres. Personne ne voulait de ça. C'est pourquoi cette idée de village stratégique était une idiotie, un mauvais projet. Nous voulions rester chez nous, à proximité des tombes de nos ancêtres. Comme le président Diem ne vient pas à bout du Viet Cong, comme on appelle la guérilla, les États-Unis au début des années 60 renforcent leur engagement. Ils envoient des conseillers pour soutenir leur partenaire sud-vietnamien et lui donner une formation militaire à l'américaine. Le gouvernement américain et Diem avaient un objectif commun, contenir la menace communiste et le Viet Cong et les empêcher de gagner en influence au Vietnam du Sud. Ils étaient d'accord là-dessus, mais c'est tout. Alors les États-Unis ont envoyé de l'équipement militaire, injecté des milliards dans l'économie et ont envoyé des milliers de conseillers militaires. Pour le frère de Diem, Ngo Dinh, l'activité des Américains va trop loin. Il va jusqu'à déclarer dans une interview qu'il y a trop d'Américains au Vietnam. Mais Washington répond qu'il est pour l'instant impossible de réduire l'engagement américain. We'd withdraw troops, any number of troops, anytime the government of South Vietnam would suggest it. But I would say that if requested to, we'll do it immediately. As of today, we would hope we could begin to perhaps do it at the end of the year, but we couldn't make any final judgment at all until we see the course of the struggle in the next few months. Quand Kennedy m'a proposé ce travail, il m'a dit « Ton boulot, c'est de tenir l'Amérique à l'écart de la guerre. Nous ne pouvons pas gagner. C'est pourquoi ton boulot, c'est de les aider le plus possible. Mais pas de troupes et pas de guerre. » En tout cas, quand Eisenhower est parti, il y avait 5000 conseillers militaires américains et Kennedy a porté leur nombre à 25 000. Le nombre de conseillers augmente et leurs missions sont de jour en jour plus étendues. En théorie, un conseiller est assis dans un bureau et dit aux gens ce qu'ils doivent faire. Mais ces conseillers militaires américains ont commencé à partir en mission avec les troupes sud-vietnamiennes dès leur arrivée au Vietnam. Ils étaient avec elles sur le terrain quand elles étaient sous le feu ennemi. À plus ou moins brève échéance, et en l'occurrence elle fut brève, ils sont devenus petit à petit des combattants. Les partisans répliquent à leur manière. Ils construisent des pièges, simples,
mais efficace psychologiquement lors de ses combats dans la jungle. La résistance du Viet Cong est désormais bien mieux organisée que ne le laissent supposer ces images un peu primitives. Depuis décembre 1960, existe le FNL, le Front National de Libération. La presse occidentale présentait alors le Front National de Libération comme une organisation indépendante. En fait, des Vietnamiens du Sud opposés à Ngo Dinh Diem. Mais après la fin de la guerre, en 1975, les communistes à Hanoï ont admis publiquement que c'était le bureau politique qui avait décidé en 1959 de créer le Front National de Libération. Le FNL compte avec les habitants du Vietnam du Sud sur l'hostilité de plus en plus forte envers l'autocrate Diem. Des moines bouddhistes aussi s'opposent aux persécutions du régime. Le moine Quang Duc se rend à Saigon en Austin pour lancer un signal fort dans l'atmosphère enfiévrée de la ville. Le 11 juin 1963, il s'immole par le feu à un carrefour. Des manifestations de masse s'ensuivent. La crise des bouddhistes, comme on l'a appelée, donne lieu à des batailles rangées contre des troupes d'élite du gouvernement. Celles-ci ont déjà tué 9 bouddhistes. C'est alors que la belle-sœur de Diem, qui est aussi l'idéologue en chef du régime, met le feu aux poudres. Lors d'un voyage aux États-Unis, elle se laisse aller à des propos qui scandalisent. Un journaliste l'interrogeait sur les événements et dans sa réponse, elle a parlé de barbecue bouddhiste. Cela a énormément choqué les gens. C'était tellement inhumain, insensible. Elle a perdu toute son influence. En tentant de se rattraper, Madame ne fait que s'enfoncer un peu plus. If we accept to give the immunity of religion to those people, so the guerrilleros, they don't have any more to stay in the marquee. It is enough for them just to wear the saffron robes and to go into the pagoda. À partir de ce moment-là, Diem n'avait plus aucune chance de s'en sortir. Dans un pays bouddhiste, tuer des moines désarmés, c'était suicidaire. Et il avait été averti. Nous n'avions plus le choix. L'Amérique devait condamner cela. Le mécontentement envers le président Diem est à son comble. Les militaires à Saigon projettent un coup d'État. Mais ils ne veulent passer à l'action qu'avec l'accord du partenaire américain. Quand le gouvernement américain est informé de ces projets, il prend tout d'abord la défense du président et charge son ambassadeur, Henry Cabot Lodge, de prévenir Diem. Lodge venait d'être nommé à son poste d'ambassadeur. Le câble lui est parvenu un dimanche et il a aussitôt répondu « Je ne ferai rien du tout si je n'ai pas un ordre très clair de le faire. Si je vais voir Ngo Dinh Diem et que je lui parle d'un complot militaire en cours, il va faire arrêter et exécuter les généraux sur le champ. » C'est maintenant à Kennedy de prendre la décision. Donnera-t-il son accord au coup d'État? Ses collaborateurs le trouvent très indécis. Kennedy est entré et a dit « Nous avons 3 possibilités. On s'en tient au câble original, il va voir Diem, etc. Mais nous pouvons aussi reprendre la proposition de l'ambassadeur. On n'avertit pas Diem. Ou bien encore, nous ne faisons rien, nous n'envoyons pas de câble, personne n'a jamais reçu de câble.
That's the third option, do nothing. Le gouvernement de Diem est maintenant en danger. Il ne se doute pas que son destin dépend des décisions prises à la Maison-Blanche. Nous étions tous pour la deuxième possibilité. Non seulement ne pas informer Diem, mais dire aux généraux qu'on les soutiendrait et qu'on encouragerait la formation d'un nouveau gouvernement. Le ministre des Affaires étrangères, Dean Rusk, a ajouté que nous soutiendrions l'effort de guerre. Nous étions tous d'accord là-dessus. Le télégramme a été envoyé. Les généraux ont été informés et il ne s'est rien passé. Pas encore. Le moment viendra 3 semaines plus tard, le 1er novembre 1963. Des journalistes occidentaux à l'hôtel Caravelle de Saigon sentent qu'il se trame quelque chose. La radio invite à la prudence. Tuned to the 820 AM spot, the 99.9 FM spot. This is AFRS radio in Saigon. The time now is 1 o'clock. The American ambassador and the Commander Military Assistance Command announced that all Americans, for their own safety, should stay off the streets unless movement is absolutely necessary for conduct of official business. 3 heures plus tard, à 3h11 du matin, les putschistes réveillent Saigon. Ils prennent d'assaut le palais du gouvernement. Le président Diem tente de s'enfuir par un passage souterrain sans succès. Il est arrêté avec son frère et exécuté. Il n'y a pas de doute. À Saigon, le coup d'État contre Diem a été salué par la rue. Les gens dansaient de joie, ça dansait partout. Ils dansaient aussi dans les rues de Da Nang. J'en ai été le témoin, les gens étaient joyeux. Ils pensaient que Ngozi Diem était en train d'imposer le catholicisme dans un pays bouddhiste. Mais ils n'aimaient pas non plus les pratiques corrompues de Diem qui mettaient ces gens en place partout à Saigon et dans les campagnes. C'était un coup d'État populaire. Et les généraux qui avaient fait ce coup d'État étaient des héros nationaux. On espère des lendemains qui chantent. Mais le coup d'État est loin d'avoir résolu les problèmes du pays. D'emblée, les putschistes sont en désaccord sur l'avenir politique du pays. Ils n'arrivent pas non plus à s'entendre sur la constitution d'une direction collégiale. Conséquence, seulement 3 mois plus tard, un nouveau putsch vient secouer le pays. Le général Khan prend le pouvoir. Mais avec lui aussi, c'est le chaos. À nouveau, les gens donnent libre cours à leur insatisfaction. Il s'ensuit des échauffourées sanglantes. Lors de cette fusillade, 6 personnes sont tuées et plus de 30 gravement blessées. Trois semaines après l'assassinat de Diem, Kennedy à son tour tombe sous les balles d'un assassin. Kennedy n'a peut-être jamais voulu de guerre en Indochine. Il a tout mis en place pour la faire, au cas où elle éclaterait. Muscatine City, une petite ville de 20 000 âmes de l'Iowa dans l'Ouest profond. Ici vivent Arthur et Cathy Bunn, les parents d'un GI qui fut l'un des premiers à mourir dans la guerre du Vietnam. Par un bel après-midi ensoleillé, je rentrais du travail et elle était assise à la table. Elle pleurait. Je ne me souviens pas que je l'ai vue autant pleurer de toute ma vie. Je lui ai demandé 2 ou 3 fois ce qui se passait. Elle a dit seulement « Jerry a été tué ». Je suis tombé à genoux et j'ai demandé « Pourquoi ?»
couldn't do nothing but drop to my knees and say why. You always wonder. Tu te demandes toujours pourquoi. Pourquoi ton fils devait mourir? Pourquoi il fallait qu'il se fasse tuer? Tu te demandes toujours pourquoi il fallait que le gouvernement vienne le chercher. Jerry venait juste de finir le collège. Il n'avait encore rien vu de la vie, rien fait de ce qu'il voulait faire. C'est ce que j'ai dit. Ils attendaient qu'il ait fini ses examens. Comme Jerry Bunn de Muscatine, 58 171 autres Américains seront tués dans cette guerre. Quelques jours après sa prestation de serment, le successeur de Kennedy dit « Nos gars vont aller dans la jungle faire peur aux communistes ». Mais pendant les 12 années qui vont suivre, les Américains feront la douloureuse expérience de ce que signifie la peur quand on se bat dans la jungle. L'American Legion, une organisation de volontaires de tous les anciens combattants du siècle dernier, est présente dans presque toutes les villes américaines d'une certaine importance. Pour les anciens combattants du Vietnam de Muscatine, le temps semble s'être arrêté. La guerre, pour eux, n'est toujours pas enterrée. Je porte ici sur mon bras tous mes frères qui sont tombés au Vietnam. Sur mon bras gauche, près du cœur. Parce que c'est là qu'ils sont, dans mon cœur, à jamais. Je suis très sérieux. Le stigmate des perdants leur colle à la peau, même s'ils ne veulent pas l'admettre. Pendant les 10 années passées au Vietnam, nous avons gagné chaque bataille. Nous n'avons pas perdu. Ce sont nos politiciens qui ont perdu la guerre à notre place, parce qu'ils avaient une plus grande influence que n'en avait la piétaille qui était au Vietnam. La guerre contre le Vietnam du Nord commence par un incident qui n'a toujours pas été totalement éclairci à ce jour. Le 2 août 1964, 2 destroyers américains croisent devant la côte du Vietnam du Nord. À bord se trouvent aussi des agents de la CIA qui attendent d'être amenés à terre. Le plan OPLAN-34A a été spécialement conçu pour des actions de sabotage au Vietnam du Nord. Le but, la déstabilisation du pays. Oui, il y avait des plans secrets de la CIA, mais ils étaient ridicules. C'était vraiment n'importe quoi, ils étaient inefficaces. D'ailleurs, la plupart ont échoué. Généralement, les agents se faisaient capturer au bout de quelques heures et exécutés. C'était de la rigolade. Le Vietnam du Nord se défend contre ces infiltrations. Des patrouilleurs tirent des coups de semonce vers la proue du destroyer américain Maddox. 2 jours plus tard, la nuit du 3 au 4 août, le destroyer américain Turner Joy fait état d'attaque ennemie devant l'île de Hon My. La réponse du centre de commandement est feu. Le Maddox et le Turner Joy ouvrent le feu. Aujourd'hui encore, on ne sait pas avec certitude si les Vietnamiens ont bien attaqué à l'aube du 4 août. On a beaucoup glosé pour savoir si ces bateaux avaient été vraiment attaqués ou pas. Mais le président Johnson a très intelligemment utilisé ces attaques pour en appeler au patriotisme des Américains et obtenir du Congrès une quasi-carte blanche pour la guerre. Renewed hostile actions against United States ships on the high seas in the Gulf of Tonkin have today required me to order the military forces of the United States to take action in reply. That reply is being given as I speak to you tonight. Air action is now in execution against certain supporting facilities in North Vietnam,
which have been used in these hostile operations. Je pense que dans l'incident du golfe du Tonkin, l'administration Johnson nous a délibérément menés en bateau. Nous avons appris plus tard, après enquête, qu'aucun des deux bateaux n'avait subi de dommages et que les navires qui les attaquaient étaient en réalité des patrouilleurs. On n'attaque pas un destroyer avec un patrouilleur. C'est un petit bateau construit pour s'attaquer à des poissons bien plus petits qu'un destroyer. Il n'y aura pas de déclaration de guerre officielle. La résolution du Congrès est pour Johnson une carte blanche pour ses mesures de représailles. La logique de tout le bombardement, c'est comme la fable du loup et de l'agneau au bord de la rivière. Oui, nous avons répliqué quand ils sont arrivés, le 2 août. Mais le lendemain, nous n'avons rien fait du tout. Or, les Américains ont prétendu que nous les avions attaqués, que c'était pour cette raison qu'ils nous bombardaient. Mais c'est seulement parce qu'ils voulaient nous bombarder de toute façon. Da Nang, au nord du Vietnam du Sud, près du 17e parallèle, le 8 mars 1965. Deux bataillons d'infanterie de marine débarquent sur la plage. Avec chars et artillerie, 40 000 autres soldats doivent suivre. Les Américains vont installer ici leur plus grande base militaire. Il faut porter le combat chez l'ennemi. Personne n'a gagné une guerre en restant assis sur son cul, assène l'état-major. À ce moment-là, aucun des chefs militaires ne met en question la guerre au Vietnam. Seule l'ambassade américaine met en garde contre les dangers d'escalade. Au départ, l'envoi des troupes américaines était pour établir un périmètre de défense autour de nos bases aériennes. Ensuite, elles ont été autorisées à patrouiller en dehors du périmètre de défense, afin de protéger ce périmètre. L'étape suivante a consisté à dire que si les unités militaires vietnamiennes étaient en danger et qu'elles demandaient de l'aide aux Américains, les troupes américaines leur viendraient en aide. On a fini par accepter que les troupes américaines puissent opérer sous leur seule responsabilité. Les troupes d'élite américaines partent au combat dans la jungle. Elles sont alors convaincues de venir à bout de l'ennemi rapidement. Quand j'ai commencé mes articles sur les Marines, les parachutistes, l'infanterie, j'ai eu très vite le sentiment que les Américains n'étaient pas en mesure de faire cette guerre. Je me souviens que quand le premier bataillon de Marines est entré en action, 60% des troupes ont dû être évacuées par hélicoptère parce qu'elles ne supportaient pas la chaleur. En 1965, je suis allé dans la jungle avec des parachutistes américains. Ils se tenaient par la main, ils avançaient dans la jungle, main dans la main, l'arme à l'épaule. Ils avaient peur de se perdre dans la jungle. Ils avaient très peur et ils avaient raison. Ils étaient bien incapables de porter des coups sérieux aux communistes. Dès les premiers engagements, on constate que les Américains se sont surestimés. La résistance est plus importante qu'ils ne l'imaginaient. Les Américains sont arrivés au Vietnam avec une aura d'invincibilité. Mais quand ils sont arrivés, ils ont tout de suite perdu 2 batailles pendant la saison sèche en 1965. Cela signifiait du même coup la fin de leur stratégie de guerre spéciale. Ils sont passés à la guerre d'agression, qu'ils appelaient la guerre limitée. Et ils sont venus avec des soldats en très grand nombre. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream. Fin 1966.
il y a déjà au Vietnam près de 200 000 GIs. Who is it for? For the lonely people. But do they all come from? Le déploiement des troupes est un chef-d'œuvre de logistique. Aéroports, bases, hôpitaux, dépôts de ravitaillement. Les soldats ne doivent manquer de rien. Ils doivent se sentir comme à la maison. Le soir du 24 décembre, il y a de la dinde, comme toujours. Dans leur magasin PX, les GIs peuvent tout acheter, depuis la brosse à dents jusqu'à la voiture de luxe. Mais ce qui a commencé comme une aventure exotique devient vite une guerre d'usure. On ne pense plus bientôt qu'à une chose, sauver sa peau. I do not find it easy to send the flower of our youth, our finest young men, into battle. But as long as there are men who hate and destroy, we must have the courage to resist. We did not choose to be the guardians at the gate, but there is no one else. This, then, my fellow Americans, is why we're in Vietnam. La désinformation permet à Johnson de poursuivre sa politique. Pour les 2 premières années de guerre, l'engagement américain coûte 21 milliards de dollars. C'était une armée extrêmement moderne. Je n'avais encore jamais vu une armée aussi bien équipée de toute ma vie. On transportait du Coca-Cola glacé par hélicoptère jusqu'aux avant-postes. Et du point de vue technique, c'était une guerre parfaite. À Da Nang, ils sortaient un avion après l'autre. C'était un va-et-vient permanent. Et ça marchait. Ça, c'est une chose que les Américains savent très bien faire. L'Amérique mise sur sa suprématie aérienne. Dès 1965, l'opération Rolling Thunder, tonnerre roulant, doit ramener le Vietnam à l'âge de pierre, comme le clame un général de l'armée de l'air. La première année de guerre, 63 000 tonnes de bombes sont larguées. 2 ans plus tard, ce chiffre est passé à 226 000 tonnes. D'après nos analyses, nous nous attendions au bombardement. Nous n'avons pas été surpris. Mais nous nous demandions toujours jusqu'où les Américains pourraient aller. Jusqu'à quel point étaient-ils prêts à l'escalade? Nos analyses stratégiques et politiques nous ont permis de nous forger une opinion et d'employer les tactiques appropriées. Nam Gan, au Vietnam du Nord. Le pont sur le fleuve Ma est un point de passage obligé. C'est là que passe tout le ravitaillement amené vers le sud. Pour le Viet Cong, c'est une artère vitale. Le pont est un objectif prioritaire pour les bombardiers américains. Mais les pilotes américains ne réussiront à le détruire qu'en 1972. La défense anti-aérienne des milices populaires de Nam Gan fait du bon travail. Jusqu'en 1968, les Américains ont perdu au total 950 avions. Les habitants de Nam Gan racontent avec fierté qu'ils ont abattu 40 avions de combat en une seule journée. La haine qu'ils éprouvaient pour les pilotes survivants était grande. Ngo Thi Truen était alors sous-lieutenant. Elle a sauvé la vie à un pilote américain. Ils ont envoyé un bateau pour sortir le colonel Denton de l'eau.
Quand le bateau est revenu, beaucoup de gens attendaient sur la rive avec des gourdins. Ils avaient une telle haine. Ils voulaient absolument le tuer. Mais il y avait l'ordre politique de prendre les pilotes vivants. Alors nous l'avons protégé. À un moment, il ne pouvait plus avancer. Nous l'avons allongé sur une vieille porte en bois et conduit à un lieu de rassemblement. Là, nous avons remis le colonel Denton à nos chefs. Le musée de Namgan, un monument, rappelle le combat des villageois. L'équipement du colonel Denton est exposé comme une relique. Pour le régime nord-vietnamien, chaque pilote américain survivant est un trophée et la propagande l'utilise sans vergogne. On présente les prisonniers de guerre humiliés et torturés. On veut montrer aux Américains qu'ils sont vulnérables. Et l'objectif est atteint. Dans la petite ville américaine de Muscatine, comme partout dans le pays, l'ambiance changeait. En 1967, plus personne ici ne partait de bon cœur à la guerre. Au Jody's Bar, Bill Maher est un habitué. À l'époque, il pensait opter pour l'objection de conscience et même fuir au Canada. J'ai tourné et retourné dans ma tête toutes les possibilités pour éviter le Vietnam. Mais je ne connaissais personne au Canada. Je me suis dit que je pourrais refuser l'incorporation et aller en prison, mais ça non plus, ce n'était pas réaliste. Et puis je ne voulais pas décevoir ma famille, mes parents. Finalement, c'est pour ça que je me suis dit, ok, on y va. C'était mon devoir de famille. Maher a mis en vers le traumatisme de son service au Vietnam. J'ai décidé de ne pas refouler les démons de la guerre. J'avais besoin d'eux, ici, dormants, pour pouvoir les convoquer et les regarder et me souvenir du temps où je devais accéder à leurs demandes. En moi, ils tournaient en tous sens, mais hors de moi, ils détruisaient. À 20 miles de Muscatine vit un ancien combattant qui a lui aussi son histoire à raconter. L'avocat John Bowman. Au Vietnam, il était spécialiste de la détection des combattants Viet Cong. Il doit sa survie à un camarade fidèle. Ça, c'est mon chien, Cacao. Ça, c'est une photo que j'ai prise de lui quand nous étions dans un coin sûr. Nous sommes sortis dans la jungle une bonne centaine de fois, je pense. Emmenés en hélico et largués. Et ensuite à pied. John Bowman faisait partie d'une unité spéciale. Sa mission, Search and Destroy, rechercher et détruire l'ennemi. Cela devient la principale tactique de guerre des Américains. Des troupes formées au corps à corps sont larguées dans la jungle pour détecter les mouvements de l'ennemi et combattre le Viet Cong. Une fois, nous marchions sur une piste et Cacao s'est mis à l'arrêt. Le lieutenant qui commandait la section ne faisait pas confiance aux chiens. Il m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai répondu que l'ennemi était caché de l'autre côté. Il ne m'a pas cru et nous sommes repartis. L'éclaireur marchait en contrebas. Il s'est arrêté pour boire et s'est retrouvé face à l'ennemi. Il a voulu s'enfuir et ils l'ont abattu.
Ma première pensée quand j'ai vu mon camarade mort a été « Est-ce qu'un jour sa mère saura ?» Mais au Vietnam, aucun GI ne meurt anonyme. Pour la première fois dans une guerre, chaque mort, dans la mesure du possible, est rapatrié. « 80% des victimes sont issues des classes populaires. Les soldats meurent jeunes au Vietnam. L'âge moyen des GIs est de 19 ans. Ici, on avait le signe de la paix. J'ai pris cette photo parce qu'on voit une bonne partie de l'armement. La mine Claymore, l'appareil de visée nocturne. Et c'est comme ça que nous mangions. Ça fait drôle. Ici, je rentrais tout juste de mission. Vous voyez, mon sac à dos est complètement vide. Ce qui veut dire que je rentrais après presque une semaine dans la jungle. C'était le seul bel endroit au Vietnam. Ici, c'est l'oiseau de paix avec lequel je suis rentré aux États-Unis. Retour à la maison. C'est là que j'ai grandi. Mais je voulais que les gens sachent qu'il restait toujours des gars au Vietnam. À l'armée, dans l'US Air Force. Ils rêvent tous d'être chez eux. Surtout la nuit, parce que la nuit appartenait à Charlie. Charlie, un mot du jargon militaire. Le Viet Cong en abrégé, V, C, V comme Victor, C comme Charlie. Jusqu'à 5000 soldats du Vietnam du Nord pénètrent chaque mois au sud par la route Ho Chi Minh, de préférence de nuit. Les 120 000 combattants du Viet Cong au sud, eux aussi, utilisent les périodes de pluie, le brouillard et l'obscurité. Ils réparent la nuit ce qui a été détruit le jour. Charlie devient avec le temps, dans le jargon des soldats américains, Sir Charles. Nous nous entraînions à la marche de nuit. Mais se déplacer la nuit demande certaines capacités. Ce n'est pas une activité à laquelle les jeunes Américains étaient préparés psychologiquement et pratiquement. Ça demande pas mal d'entraînement de se déplacer silencieusement de nuit. Je pense de ce point de vue que l'ennemi était probablement plus professionnel que le soldat américain. C'est presque toujours Charlie qui décide du lieu et du moment des engagements. Tandis qu'eux essaient de le localiser. Il n'y a pas de ligne de front bien définie. Des troupes d'intervention mobiles parcourent les villages, recherchent sympathisants et chefs du Viet Cong, selon un programme établi par la CIA. Le programme Phoenix avait pour but l'identification et l'élimination. C'était un truc plutôt dur. Des troupes allaient dans les villages, identifier les cadres, comme il disait, les gens qui dirigeaient toute cette affaire, et les tuer, les assassiner. Bilan sanglant de ces interventions. 20 000 personnes sont exécutées, 28 000 arrêtées. Mais comme les Américains ont le plus grand mal à établir un bilan de leur succès militaire, ils commencent à compter le nombre de Vietnamiens tués. Le body count, le décompte des cadavres, a été introduit assez tôt au début de la guerre, afin de prouver que des progrès avaient été réalisés.
Mais c'était impossible de compter les morts. Il y avait tellement d'actions de représailles, de feux d'artillerie, que les Américains avaient pris l'habitude de calculer le nombre de morts d'après la quantité des bombes utilisées. Au bout de quelques années, on s'est aperçu que ce n'était pas une bonne manière de faire, parce qu'en 2 ans, d'après le body count, les Américains auraient dû tuer 2 fois plus de communistes qu'il n'y en avait sur le terrain. Le nombre des GIs morts, en revanche, est parfaitement connu. Fin 1967, ils sont 16 000. Le général Westmoreland demande sans cesse de nouvelles troupes. Au moment le plus fort de la croisade américaine, 543 000 soldats se battent au Vietnam. « 400 morts par semaine est alors considéré comme une moyenne acceptable. Le nombre des raids aériens lui aussi va croissant. Le Vietnam est dans les années 70 l'espace aérien le plus embouteillé du monde. L'armée de l'air utilise toute la palette offerte par l'industrie d'armement. Armes téléguidées, bombes à fragmentation et napalm. Nous savions que les dommages étaient très importants. C'est la guerre. On essaye toujours de limiter les dégâts du côté de la population civile. Mais si cela s'avère absolument nécessaire, les chefs doivent prendre des décisions. Des victimes du napalm au Vietnam du Nord. Ceux qui survivent à ces terribles bombes sont défigurés à jamais. Avec des images comme celle-ci, l'image de la superpuissance, du bien combattant le mal, se lézarde. Nos pertes sont les suivantes. 1 100 000 soldats tués, 2 millions de civils et 320 000 disparus. Les chiffres continuent d'être précisés et complétés. Mais si les pertes étaient si grandes, c'est à cause de l'utilisation des gaz et surtout des bombardements en aveugle. Et tandis que la nuit, Charlie est en train de reconquérir le terrain perdu, les GIs américains à Saigon perdent ce qui leur reste encore d'innocence. Ambiance de fête à Saigon. Saigon était un endroit fantastique, je dirais même fantasque. Pour quelqu'un de romantique, c'était l'endroit où il fallait être. C'était excitant, c'était un monde à la Hemingway. On sautait dans un avion, on partait pour une mission de combat et on était de retour à 5 heures pour un cocktail. Le service militaire des GIs dure 1 an. La critique fait que le soldat est renvoyé chez lui au moment précis où il commence à s'habituer à la guerre. La guerre des Américains n'est pas une guerre de 10 ans, ce sont 10 guerres d'1 an. La brièveté du service n'est pas de nature à renforcer le moral des troupes. D'autres influences aussi exigent leur tribut. Il y avait beaucoup de drogue. La discipline commençait à se relâcher dans l'armée américaine. Je me souviens d'une mission où j'ai failli être tué par des Américains. Je revenais d'interroger un prisonnier. J'étais dans un café à Saigon. Les troupes américaines détestaient les civils. Ils avaient l'impression qu'on se la coulait douce. Comparé à eux, c'était vrai. L'un d'eux a attrapé ma serviette. Il l'a ouverte d'un coup et du matériel top secret s'est répandu par terre. Alors il a pris le 45 que j'avais toujours dans ma serviette et l'a pointé sur ma tête. Il était complètement drogué.
Selon des estimations du commandement militaire, en 1970, 40 000 GIs prennent régulièrement de l'héroïne, 1 sur 10. Des milliers aussi ont contracté des maladies sexuellement transmissibles. Eux non plus ne sont plus en état de se battre. Et la vie devient de plus en plus dangereuse. Même à Saïgon, les Américains ne sont plus en sûreté. Ces images paisibles sont trompeuses. Régulièrement, le Viet Cong parvient à frapper l'ennemi au cœur. Même le mess des officiers des forces américaines est la cible d'unités terroristes. Cet attentat ébranle la confiance des Américains. Cu Chi. Plus rien, ou presque, ne rappelle la guerre aujourd'hui. Mais à l'époque, tout était différent. Ici, tout près de Saïgon, des milliers de combattants étaient cachés. Et la population soutenait presque sans exception le Front national de libération. À cette époque, dans tout le Sud-Vietnam, près de 280 000 hommes et femmes luttent dans les maquis. Les forces armées américaines essaient de toutes leurs forces de s'emparer de Cu Chi. Avec des patrouilleurs depuis la mer ou par les airs. Turn forward, 180. Il fallait saigner l'ennemi à blanc. Plus de bombes, plus d'obus, plus de napalm, disait le commandement militaire américain. Certes, les Américains réussirent à repousser l'ennemi, mais 25% du territoire demeurait aux mains des partisans. Le vieux système de tunnels qui avait fait ses preuves était devenu un labyrinthe de 200 km de long. Un habitant se souvient d'une rencontre avec un Américain. Les troupes américaines sont arrivées un jour au village et les partisans se sont réfugiés dans le tunnel. Mais les Américains ont découvert une entrée. Ils l'ont ouverte et un soldat est descendu. Les deux parties pouvaient se voir. Mais le tunnel était très étroit. Il faisait 50 cm de large et 80 de haut. L'un des partisans savait que l'Américain était à ses trousses et voulait le descendre. Mais son fusil d'assaut était trop long. Il n'arrivait pas à se retourner dans cet étroit tunnel. Mais le GI aussi avait des problèmes. Il était trop grand et il est resté coincé. Il est reparti en rampant vers la sortie. Ils sont tous deux restés en vie. Les habitants de Phu Yep sont attachés à leur village. À l'époque aussi, ils ne voulaient en aucun cas le quitter. Mais les Américains, pour s'assurer le contrôle du territoire, exigèrent que tout le monde quitte la région. Ils déclarèrent Phu Yep Free Fire Zone, zone de feu. On pouvait tirer sur quiconque était resté sur place. Avan Sang Yep et les siens sont quand même restés. La région ici a été déclarée zone de feu. C'était en 1968. Entre 1960 et 1964, il ne s'était pas passé grand-chose. Mais en 1965, les Américains sont arrivés avec leurs bombardiers, les B-52. En 1965-66, c'était si terrible que les gens se sont enfuis. Quand c'était des tirs d'artillerie, ils pouvaient obéir à nos ordres et rester sur place. Mais avec les B-52, plus personne ne s'y risquait. Ensuite, ils ont répandu des produits de déforestation, l'agent orange. En 3 jours, les arbres perdaient toutes leurs feuilles. Plus tard, avec la saison des pluies, les arbres ont repoussé. Mais les Américains sont arrivés avec des bulldozers. Ils jetaient aussi des bombes incendiaires et tout partait en fumée.
Nous savions par nos services secrets qu'ils étaient là. Nous savions où ils étaient stationnés, où se trouvait leur centre de communication. Mais ils étaient tellement mobiles. Tel jour, ils étaient ici, le lendemain, ils étaient ailleurs. Leur mobilité était la principale garantie de leur sécurité. Le général Westmoreland reste confiant en sa victoire jusqu'au bout. Le haut commandement des forces américaines au Vietnam croit à la victoire de son armée moderne. Westmoreland était l'archétype même du soldat. Je lui ai parlé à l'automne 67, le dernier automne avant l'offensive du Tet, qui a eu lieu au printemps. Il était convaincu qu'il avait gagné la guerre et que nous serions rentrés pour Noël. Backed at home by resolve, confidence, patience, determination, and continued support, we will prevail in Vietnam over the communist aggressor. Deux mois plus tard, 31 janvier 1968, le Tet, le nouvel an vietnamien. L'offensive surprise de 80 000 maquisards communistes contre les capitales régionales met le pays à feu et à sang. Les pertes sont immenses, y compris côté Viet Cong. Au cours de l'offensive du Tet, le Viet Cong a perdu la plupart de ses troupes en armes et un pourcentage très important de ses officiers et sous-officiers. Mais il n'y avait pas eu de pertes chez les caodaïstes civils au sud, les communistes. Les troupes américaines parviennent à repousser les commandos, mais l'offensive du Tet provoque aux États-Unis un choc collectif. Plus de 100 millions de spectateurs voient ces images. Au pays, la lassitude et l'indignation atteignent leur apogée. À Muscatine aussi, l'opposition à la guerre se renforce. Mike Lake a perdu sa jambe lors de l'offensive du Tet dans la région de Cu Chi. Aujourd'hui encore, il ne comprend pas pourquoi son pays a alors pris à revers ses propres soldats. Well, just like the title, it's titled Reflections. J'aime bien le titre, Réflexion. Cette personne, ici, perdue dans ses pensées, s'appuie contre le mur, le monument aux morts du Vietnam. Peut-être pour se poser toujours cette question, pourquoi sommes-nous encore là? Et puis il y a l'image de jeunes gens, plus jeunes de 30 ans, dont les noms sont gravés sur le mur. C'est pour cela ce titre de Réflexion. C'est un moment pour réfléchir peut-être à la chance qui est la nôtre. C'est un moment aussi pour se souvenir et pour honorer ses camarades. Quelques maisons plus loin habite Chuck Quaid. Il avait été à Muscatine l'un des adversaires les plus résolus de la guerre. Il a organisé de nombreuses manifestations. Et pourtant, aujourd'hui encore, il comprend la situation des anciens combattants. C'est l'un des aspects les plus tristes de ces protestations à l'époque. Le fait que les anciens combattants et les gens qui s'étaient battus au Vietnam se sont imaginés que le mouvement pacifiste était dirigé contre eux. Je pense que ce n'était pas vrai. Je suis fermement convaincu que le mouvement pacifiste n'avait rien contre les soldats qui se battaient là-bas. Il n'avait que de la sympathie pour eux et le désir de les faire revenir à la maison. Mais pourtant, dans de nombreuses actions de protestation auxquelles j'ai participé, j'ai pu constater moi-même qu'il y avait beaucoup de tensions avec les anciens combattants du Vietnam, et parfois même des violences. Les gens de l'American Legion voient les choses autrement, encore aujourd'hui. Quand les manifestants ont compris que j'étais un ancien du Vietnam, ils ont voulu absolument que je manifeste avec eux.
C'est comme ça que je suis devenu un manifestant. Je pensais que c'était une bonne chose. Je voulais faire cesser tout ce bain de sang. Je voulais que tous mes frères cessent d'être tués. Jusqu'au jour où j'ai réalisé qu'ils me crachaient au visage, parce qu'ils m'appelaient Baby Killer. Toi aussi, tu es un de ces Baby Killers, m'a dit un type un jour, et il me crachait presque au visage. Alors je me suis retourné et je lui ai donné un coup de poing. Je lui ai cassé la gueule et puis je suis parti. J'ai laissé tomber tout ce machin. Terminé, je ne voulais plus marcher là-dedans. Je ne voulais plus rien avoir à faire avec ça. Mais les anciens combattants de Muscatine savent bien que la brutalité croissante des Américains n'était pas une invention. Après l'offensive du Tet, la frustration accumulée se décharge surtout contre la population civile. Avant de partir là-bas, j'avais entendu parler de mutilation. Des gens étaient tués et ensuite mutilés. Dents arrachées, oreilles coupées, des trucs comme ça. Je croyais que c'était des histoires, que personne ne faisait des trucs comme ça. Mais regardez-moi, je n'étais même pas habitué à la mort. Puis je suis parti là-bas et je me suis retrouvé dans une situation où 2 types ont été tués. On les appelait les jaunes. Une façon de les déshumaniser. Tu ne peux pas tuer des gens, alors tu les appelles des jaunes. Quand le carnage a été fini, ils ont pris des photos, et il y avait des mecs qui coupaient les oreilles et qui arrachaient les dents. C'était une vision d'horreur absolue. Et moi j'étais là et je me demandais, mais quelle sorte d'hommes sommes-nous ? Dans le village de Songmi, de 200 âmes, près de la ville de Da Nang, vit Madame Atikui. Elle est l'une des rares à avoir survécu à l'un des pires massacres, ce qu'on a appelé depuis le massacre de My Lai. Quand les Américains sont arrivés, mon mari était à la rizière avec les vaches. Moi, j'étais avec mon enfant à la maison. Les Américains étaient déjà venus 2 fois ici à l'époque. Sans rien dire, ils avaient offert des cigarettes aux paysans. Mais cette fois, ils nous ont fait sortir de la maison et ils nous ont ordonné de nous rassembler à un endroit. C'est des drôles d'Américains, ceux-là, je me suis dit. Ils étaient tellement différents la fois d'avant. Soudain, ils se sont mis à tirer comme des fous dans tous les sens. J'ai été touchée. J'étais avec mon enfant. La balle s'est fichée dans ma cuisse et j'ai perdu connaissance pendant un bref instant. Ils m'ont traîné à l'écart. Ça faisait mal. 20 soldats américains conduits par le lieutenant Calais veulent se venger de l'affront subi lors de l'offensive du Tet. Ils saccagent le village et sont pris d'une folie meurtrière. J'étais allongée dans un canal. Ma tête était couverte d'une épaisse couche de boue. Le canal était à sec, mais les gens pataugeaient dans le sang jusqu'aux genoux. J'avais très mal. Qu'est-ce que c'était que ces assassins ? Ils continuaient à tirer. Mon enfant rampait sur le sol et criait « J'ai mal, je veux rentrer à la maison. Ramène-moi à la maison. » J'ai dit à mon enfant, prie pour ta vie, sinon ils vont te tuer. Il supplie qu'on lui laisse la vie sauve. Mais il le tue. 500 civils, hommes, femmes et enfants sont assassinés à My Lai. Je me souviens très bien. C'était une tragédie. Dès que je l'ai apprise, j'ai aussitôt ouvert une information contre les responsables. 1 ou 2 ont été condamnés.
My Lai a été une affaire tout à fait tragique qui allait à l'encontre de toute notre politique. En 1970, 60% des Américains considèrent la guerre du Vietnam comme une guerre immorale. Et ce ne sont pas uniquement les blessés et les invalides de guerre. Beaucoup d'anciens combattants souffrent de névrose post-traumatique ou de paranoïa, de dépression ou de peur du noir. Ici, devant le Capitole à Washington, ils font pour le public américain la démonstration de ce qu'ils ont fait au Vietnam, de ce que signifie « Search and Destroy ». Ramenez nos frères à la maison, scande-t-il. Et ils rendent tout ce qu'ils ont reçu pour leur engagement au Vietnam. Ils jettent par-dessus les barrières leurs décorations, leurs médailles et leurs insignes de combat rapprochés. C'est le début de la fin de la croisade américaine. Mais la guerre continue.